On a accueilli Patricia et Jean-Paul, c'était au Côte d'Or. Bonjour à tous. Donc c'est la rentrée du réseau des potes, pionniers ordinaires de la transition écologique. Donc réseau initié depuis 2017 par la région Energy Cities en partenariat avec l'ADEME. Donc avec comme objectif donc, de s'appuyer sur les potes qui sont des agents du changement, des relais d'innovation sur les territoires pour donner de l'élan à la transition écologique de la région. Par contre, j'ai un écho là. Oui, si chacun peut couper son micro peut-être. S'il vous plaît. Donc moi je suis Bertine Massé, je suis co-animatrice de cette démarche POT côté région, donc aux côtés de Christiane Morer, Béatrice Carras d'Energy Cities et de Muriel Jeanneret de l'ADEME, que je vous prie donc bien vouloir excuser car elle ne sera pas présente aujourd'hui. Donc aujourd'hui c'est le retour des cafés POT qui ont été initiés pendant le confinement, avec l'objectif d'échanger autour d'un ou de plusieurs potes sur leurs initiatives. Et donc, on a changé la fréquence de ces cafés et l'horaire. Donc, ils auront lieu désormais mensuellement et plus de façon hebdomadaire. Et on les a avancés donc, à 13 h au lieu de 13 h 30. Aujourd'hui, on a le plaisir d'être accueillis par deux potes pour nous parler donc, de la construction de demain. Donc, ces potes sont Élie Bouche. Bonjour Élie, qui est pote et architecte spécialisé dans la construction passive, responsable de l'atelier des Montaigne dans le Jura. Je ne sais pas si on te voit, Élie. Je ne vois plus Élie. Si, il Et est là. Samuel Courget, donc bonjour Samuel, qui est pote, professionnel du bâtiment et formateur, donc reconnu comme un des référents du sujet bâtiment et environnement. Donc il travaille sous statut associatif donc pour l'association Arcane. Donc j'en profite juste pour préciser que le site de l'association Arcane vient d'être mis à jour. C'est un site internet qui propose un ensemble de ressources à destination des professionnels donc sur de nombreux sujets que soulève la double thématique bâtiment et environnement et qu'il comporte également une page dédiée aux formations qu'anime Samuel. Donc, je vous invite à le visiter à l'adresse associationarcane.com. Voilà, aujourd'hui, le déroulé de ce café va se faire en 3 temps. Donc, on va commencer par un petit quiz. Suivi d'un dialogue de 15 minutes donc, entre Samuel et Élie. Et on terminera donc par une discussion avec l'ensemble des participants. Donc, je passe tout de suite la parole à Christiane pour le quiz. Donc, je vous invite à couper vos micros puis à les activer quand vous souhaitez intervenir. N'hésitez pas au moment de la discussion. Mais vous pouvez également déposer vos remarques ou vos questions dans le chat pendant le dialogue. Alors, un petit quiz, on va dire, sans prétention, pour connaître un petit peu votre, votre connaissance du passif. Donc, des questions très simples, c'est plutôt un petit sous forme de brise-glace. Pour vous, le passif, c'est high-tech, oui ou non? La deuxième question, dans une maison passive, est-ce qu'on a le droit d'ouvrir les fenêtres? Et puis, la troisième question, en lien avec le coût de la construction passive, est-ce que ça coûte cher ou ça coûte pas cher? Donc, voilà, juste pour amorcer un petit peu, la discussion. Donc, je vous laisse 2 petites minutes pour répondre. Voilà. Même les spécialistes peuvent répondre. Ok. Je pense que tout le monde a cliqué. Sur la première question, Samuel, est-ce que tu veux commenter le résultat et puis très rapidement, comme ça, ce que ça t'inspire comme, comme réflexion?
Ton micro, Samy. Ah oui, c'est pour ça qu'il n'y a pas de micro. Quel est le résultat? Parce que je veux bien commenter le résultat, mais je ne le connais pas. Et Est-ce voilà. que tu connais le résultat? Les gens ont dit oui, ont dit non? Voilà. Ok, d'accord. Je pensais que tu le voyais, mais il n'y a que moi qui le voyais. Okay. Voilà. Donc, je suis en phase. Moi, j'ai répondu comme 71%. Pour moi, la réponse est non, parce que le passif, en tout cas, peut… disons, si le passif peut être high-tech, ce n'est pas une obligation. Alors, vu que Franck Janin est là, je vais m'amuser à citer une appellation qui dit pour les bâtiments qui sont en terre, en bois, en ossature bois, terre et paille. Il appelle ça les bâtiments BTP. Mais en tout cas, on a des bâtiments, par exemple, avec des matériaux premiers, sans technologie très spécifique, qui sont high-tech. Après, ça dépend où on met le curseur par rapport au high-tech. Parce que effectivement, il faut une double flux. Donc, si pour vous la double flux c'est du high tech, dans ce cas-là, ce sera une concession high tech au bâtiment passif. Donc, moi, j'ai répondu non. Ok. Élie, tu souhaites compléter ou on passe à la deuxième, ou tu enchaînes directement sur le commentaire sur la deuxième question en allumant ton micro, s'il te plaît. Ah, Élie, on ne t'entend pas. Oui, complètement d'accord avec Samuel, ça risque d'être comme ça tout au long du café. J'en ai bien peur. Alors, un petit commentaire, Élie, sur la deuxième question. Alors, oui, une maison passive, on a le droit ou pas d'ouvrir Il y avait Franck qui levait le doigt. Je ne sais pas si vous avez… alors, je ne sais pas si on a le temps, non, c'est après. Bon, c'était 20 secondes, mais… Oui, j'aimerais mieux que ce soit après parce que le café est très court, donc si on pouvait déjà enclencher le… Donc, Élie, sur la deuxième question? Alors, sur la deuxième question, oui, moi j'ai répondu dans la majorité aussi. On a le droit d'ouvrir des fenêtres, même je dirais presque c'est un devoir sanitaire, c'est de savoir ouvrir une fenêtre quand il le faut, pas trop longtemps. Juste, il faut le faire avec beaucoup de mesures. Le passif, bien sûr, il y a la VMC double flux qui s'occupe de l'équilibre de la construction. Mais ce qu'il faut bien savoir, c'est que s'il y a de l'air, s'il n'y a pas de mauvaises choses à changer dans l'air, la VMC double flux se charge, parce qu'elle est quand même un petit peu high-tech malgré tout, elle se charge de régler ça et de se mettre au pas si l'air est tout à fait bon et sain à l'intérieur, du moins si elle le juge. Samuel, tu souhaites compléter? Ouais, pareil, c'est pour redire la même chose. On fait ce qu'on veut dans un bâtiment passif. On peut dormir la fenêtre ouverte. Simplement, on n'a pas besoin d'ouvrir les fenêtres pour avoir un air sain. Donc, ça, on n'a pas besoin. C'est vrai que les bâtiments passifs sont hyper optimisés. C'est-à-dire que plus vous êtes dans un bâtiment optimisé, je dirais, ils sont optimisés avec un fonctionnement particulier. Donc, quelqu'un qui laisserait les fenêtres toujours ouvertes, il ne profite pas de l'hyper-performance du bâtiment que le bâtiment peut amener. Très bien. Il y a l'exemple en Autriche de l'immeuble de bureau le 2226 qui n'a pas de VMC double flux et qui a juste un logiciel high-tech, ça c'est vrai, un logiciel d'ouverture et de fermeture des portes et des fenêtres. En fait, c'est la cave société, mais en moderne. Okay. Voilà, c'est le Roquefort Société en moderne. Et alors, la troisième question, alors du coup, on a 50-50, ça c'est formidable. Est-ce que ça coûte cher finalement, une maison passive, Samuel? Alors, je ne sais plus ce que j'ai répondu à cette question-là. Visiblement, tout le monde, voilà. Peut-être oui, parce que ça dépend où on place le curseur. Donc, je m'explique. Pour moi, construire une maison, ça coûte cher. Une maison individuelle, ça coûte cher. D'accord? Donc, à partir du moment où on veut une maison de qualité, qu'elle soit passive ou pas, ça coûte encore plus cher que la prestation de base qu'on peut nous faire. D'accord? Donc, dans ce cas-là, je dirais oui, construire une maison passive coûte cher. Après, si la question c'est est-ce qu'une maison passive, ça coûte plus cher qu'une maison basique, c'est la prestation de qualité qui coûte plus cher que la prestation de base. Donc, pour les maisons individuelles, mais là, il y a d'autres personnes qui sont plus compétentes que moi autour de la table pour valider
ce chiffre, mais j'ai l'impression que pour une maison individuelle, c'est entre 5 et 15% de plus. D'accord ? Pour un bâtiment collectif ou pour un tertiaire, on arrive à tenir les prix du marché, mais moyennant une architecture qui cherche quand même une certaine compacité. Élie, tu souhaites compléter ? Moi, sur le point de vue du prix, il est évident qu'on peut construire réglementairement en France pour pas cher du tout. Et là, on aura une espèce de BBC lamentable, mais qui est comment ça s'appelle, qui est hélas la panacée d'à peu près tous nos marchés publics et logements sociaux. C'est vrai que là, si on compare le passif à ce genre de logement, oui, le passif est plutôt dans les 20% plus cher. Là, on est d'accord. Quand on s'adresse à une maîtrise d'œuvre de qualité et de A à Z, de l'étude à la construction, on peut avoir un BBC de très bonne qualité. Et là, moi, je peux vous dire que le passif ne dépasse pas les 10% plus cher, il est plutôt entre 5 et 7. Pour preuve, les 12 logements de Saint-Lupicin qui étaient de base, sans le panneau photovoltaïque, sans le BEPOS, étaient à 1 470 € du mètre carré, ce qui est tout à fait honorable aujourd'hui. Voilà. Au regard de l'OPH, on dépassait les 1200 demandés. Ça, c'est vrai. Voilà. Mais que faire à 1200 ? L'étanchéité à l'air avec le placo. Voilà. C'est ce qu'on nous commande. Ok. Ben, merci en tout cas d'avoir apporté ces nuances. On voit, c'est pas oui, non, c'est pas vrai, faux. En fait, il y a de la nuance à apporter et des explications à donner pour comprendre de quoi on parle. Alors, ce que je vous propose maintenant, après ce petit quiz, c'est donc d'enchaîner sur les questions qu'on a préparées. Je vais mettre un affichage peut-être sur l'intervenant. Ah, du coup, je ne sais pas. Vous voyez Élie là en gros plan, c'est ça ? Non. Moi, je vois tout le monde. Non. Ah ok, donc c'est moi alors qui sais. Ok, très bien. Voilà. Alors pour commencer cet échange, donc aller un peu plus en profondeur sur le sujet. Une première question, donc j'adresse à Élie sur la réglementation environnementale 2021. Donc, qui va être la règle, le règlement qui va s'imposer à toute construction neuve à partir de 2021. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi elle consiste, et puis tous les deux, et puis ce que vous en pensez? Bon, je commence ? Oui. Cette réglementation thermique, déjà, on est dans un pays qui a au moins l'avantage d'avoir une réglementation thermique. Il faut quand même reconnaître ça. On a au moins quelque chose. Après, comme toute chose qui est écrite, c'est toujours critiquable et on a de la matière pour critiquer. Quand la 2012 a été mise en œuvre, la grande ambition de la réglementation thermique 2020 qui va sortir en 2021, c'était par exemple un grand thème, c'était un second test d'infiltrométrie 5 ans après la construction. Ça a été une des grandes idées qui a été abandonnée très rapidement avant le début de l'écriture, par exemple. Et puis, pour finir, en février dernier, ils ont annoncé, quand je dis ils ont, c'est tout, ils ont annoncé que le BEPOS systématique était mis en suspens. Donc on est toujours en train de reculer et on arrive à une réglementation thermique désuète qui à mon sens ne sert plus à rien, qui est vraiment, moi je la critique énormément et tout simplement quand j'ai découvert, quand j'ai fait mon premier projet passif, qu'au moment d'inscrire dans la page chauffage qu'il n'y avait pas de chauffage, cette réglementation thermique française nous interdit d'aller à la page d'après. Ça ne marche pas. Il manque un renseignement. Donc, j'en ai déduit que nous obligeons à consommer et à brûler du carburant, d'une manière ou d'une autre. Alors moi je peux peut-être, j'ai un avis, sachant que c'est difficile de donner un avis sur un projet d'ampleur.
en 2 minutes sans tomber dans la caricature. Mais je dois avouer que c'est la première fois, ça fait plus de 25 ans que je suis les évolutions réglementaires, et c'est la première fois que je suis aussi pessimiste. Et j'ai peur que cette loi, cette réglementation ne soit tout bonnement pas acceptée. J'ai écrit en 2018 un article sur le sujet à partir du label Le Plus C'est Moins, qui était l'initiative qui invitait à la RE 2020. C'était avant les Gilets jaunes, avant la vague des Gilets jaunes. Et je me dis, avec la vague des Gilets jaunes, où une partie des citoyens a intégré qu'ils pouvaient dire non, et boycotter les choses, je ne sais pas, comme les artisans et les acteurs de base, les archis, les acteurs de base vont accepter cette nouvelle réglementation. Mais bon, rassurons-nous, on s'en fiche un peu, ce n'est pas forcément gênant parce qu'il n'y a pas de contrôle. Et puis, depuis 20 ans, il y a régulièrement des études qui sont faites pour voir si la réglementation est suivie, et il y a plusieurs dizaines de pourcents, quelquefois sur certaines études c'est plus de 50%, des bâtiments qui ne suivent pas la réglementation. Alors, ces études génèrent des petits articles qui ne font jamais les gros titres, jamais la une des journaux, et puis très vite, on repasse au scandale d'après. Alors, pour être plus imagé, je propose, je crois que c'est Christiane je t'ai envoyé 4 images que j'ai pondues pour une conférence que j'ai donnée à Saint-Brieuc l'année dernière, où on m'avait posé la question en amont. Ce n'était pas le sujet de la conférence, je parlais des biosourcés, mais voilà, 4 images sur la RE 2020. Donc, la RE 2020. Pour expliquer la RE 2020, donc je te laisse passer à la diapo d'après, et je fais un petit historique et je parle de sa grand-mère. Donc, la grand-mère de la RE 2020, c'est la RT 2005. La RT 2005, oui. Alors, la RT 2005, c'était déjà un truc pas simple. On ne savait pas trop ce qu'il y avait dans la machine. Enfin, pour ceux qui voulaient savoir ce qu'il y avait dans le ventre, il y avait 300 pages, donc il fallait lire 300 pages, on savait à peu près ce qu'il en était. En tout cas, ça nous paraissait pas forcément motivant, génial, on ne comprenait pas forcément, mais bon, on a accepté. Donc, je résume comme ça, la grand-mère, on l'a accepté, RT 2005, ok. La suivante, voilà, la RT 2012, l'usine à gaz est encore plus complexe, donc plus difficile à intégrer. Et puis, je crois qu'elle fait, parce que la RT 2005, j'avais lu les 300 pages, la RT 2012, elle faisait 1300 pages. Donc, c'est clair que 1300 pages de documents techniques, quand vous avez envie que les gens ne lisent pas, vous en écrivez 1300 pages. Voilà. Donc, c'était plutôt plus complexe. Et l'objectif, c'était de faire croire aux gens qu'ils avaient du BBC, alors qu'ils n'avaient pas du BBC. Parce que le BBC, c'est 50 kWh par mètre carré par an. Après, je ne rentre pas dans le type de kilowattheure, les mètres carrés. Voilà. Et alors que la RT 2012, avec ces mêmes indicateurs, c'est entre 40 et 180. Mais la com, c'était la RT 2012, c'est le BBC, donc on l'a cru. Pour ne pas le croire, il fallait rentrer dans les 1300 pages, donc bof. Enfin, elle a été acceptée. Et la RE 2020, donc c'est la diapo d'après, eh bien, ça devient maintenant une double usine à gaz. Donc, il y a la première usine à gaz qui donne une note environnementale. Donc, maintenant, il ne va pas y avoir un niveau réglementaire, il y a 4 niveaux. E1, E2, E3, E4. Et puis, il y a une deuxième usine à gaz. Donc, sur le principe, c'est pas mal. Elle est là pour donner une note carbone. Donc, il y aura C1, C2. N'empêche que ça fait 2 études à faire. 2 études pas forcément rapides. Et, je dirais, pas fiables. D'accord ? Donc, j'ai peur ouvertement que la RE 2020, ce soit la réglementation qui va trop loin, qui dépasse les limites par rapport à ça. Donc, la diapo d'après, si vous voulez aller plus loin, je fais de la pub, j'ai écrit un article sur le sujet, puis là, vous avez un lien sur le sujet. Mais pour finir sur la RE 2020, je dirais qu'il va y avoir un problème. Premièrement, pour moi, il y a un problème. L'argent qu'on mettrait sur les projets à l'optimisation du bâtiment, on va le mettre en partie sur une double étude qui va nous dire « Ok, vous rentrez dans les cases ou pas », alors qu'on ne sait pas à quoi correspondent les cases. Donc ça, quel est le bénéfice? J'en sais trop rien. Et puis, ça va créer des malaises. Par exemple, les personnes qui construisent en bois vont voir que sur la note carbone,
ils ne vont pas avoir une meilleure note que les gens qui construisent en béton. Donc, allez expliquer ça. D'accord ? Et puis, le thermicien qui va étudier, qui va faire un projet, qui va étudier un projet et qui va voir que le projet est un peu juste, tout ça, et ben, il va pouvoir dire, ben, écoutez, isolez moins, ne vous prenez pas la tête avec les ponts thermiques, mettez simplement une pompe à chaleur et vous passerez dans la réglementation. Donc, je dirais trop de choses critiquables pour qu'elles soient acceptées d'après moi. Je ne ferai pas de pub pour qu'elles soient refusées, mais en tout cas, j'émets mon avis. Ok, donc voilà pour la petite note positive sur la réglementation. Donc moi je rebondis sur le quiz. Donc on a vu que passif n'était pas forcément synonyme de high-tech, mais donc vous voulez que vous nous précisiez la place du low-tech et des produits biosourcés dans les bâtiments de demain. Alors je vais peut-être donner la parole à Samuel pour commencer sur cette question. Alors c'est moi qui commence ce coup-là. Alors je dirais, à quoi ressemblera demain? Je pose la question. Vous avez 2 heures pour répondre. En tout cas, en plaisantant moins, si demain correspond à la suite de l'actuelle fuite en avant qui est en train de nous propulser contre le mur, je suis incapable de dire à quoi ressemblera le bâtiment demain. D'accord ? Parce que je n'investis pas de ma disponibilité pour étudier ce scénario. Le scénario que j'étudie, c'est en revanche si on part demain avec une prise de conscience pour avoir un monde compatible avec le nombre d'humains sur Terre et avec les contraintes environnementales qu'on a. Et dans ce demain souhaitable, je pense ouvertement que dans le bâtiment, le low-tech, les biosourcés auront une place prépondérante, mais il y a aussi les matériaux de réemploi, les matériaux locaux, le bioclimatisme, etc. Il y a beaucoup de choses qui auront leur place dans ce bâtiment de demain. Alors, pour citer une initiative qui va dans cette dynamique-là, qui est extranationale maintenant et qui cherche à s'implanter, qui commence à s'organiser au niveau régional, Bourgogne-Franche-Comté, je citerai l'approche du bâtiment frugal. Donc, je vous invite à tendre l'oreille aussitôt que vous entendez parler du bâtiment frugal. C'est quoi un bâtiment frugal? C'est un bâtiment performant, qui nous apporte le confort et le service attendu, mais qui est fait avec une réelle économie de moyens. Comme les choses simples, c'est quelque chose qui ne s'improvise pas. Donc effectivement, en amont, il y a de la réflexion, il y a du travail en amont pour pouvoir pondre un bâtiment frugal. Dans cet avenir souhaitable, le bois a une grande place ainsi que les biosourcés. Pour les biosourcés, pour moi, principalement les isolants. Et dans les isolants, il y a plusieurs isolants qui ont potentiellement une grande place à prendre. Il y a la paille sous forme de bottes. Et il y a un matériau qui est encore très nouveau, assez discret, qui nous arrive par le sud de la France, c'est la balle de céréales. Donc pour l'instant, l'expérience est surtout autour de la balle de riz et la balle d'épeautre. Il y a la balle de sarrasin, j'étais en vacances en Bretagne, il y a un début de filière sur la balle de sarrasin, mais la balle de céréales, pour moi, est le matériau biosourcé qui peut demain quasiment remplacer les autres, disons une partie importante des autres matériaux, parce qu'il y en a énormément, il y a énormément de matière. Alors, par rapport au biosourcé… C'est quoi la balle, pardon, Samuel? C'est le petit habillage du grain qu'on mange. Voilà, c'est la cosse. Et j'en reviens pas, mais c'est des millions de tonnes et des dizaines de millions de mètres cubes. D'accord? Donc la France est une nation céréalière. Eh bien, on a cette balle-là qui n'est pas valorisée pour l'instant. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important. J'en profite, vu que je parle du biosourcé, pour faire un petit clin d'œil au cluster Robbins. Donc il y a une dynamique qui se met en place en Franche-Comté autour du bois et des biosourcés. Et puis, pour moi, il y a aussi dans les matériaux d'avenir la terre, mais pas l'enduit terre qui arrive prêt à l'emploi, qui a fait 2000 km, mais la terre locale qu'on a appris à équilibrer, oui, pour être utilisée en enduit, en briques
ou simplement en matériaux inertiels pour amener de l'inertie au mur. Alors, il y a la pierre aussi. Alors, simplement, quand j'entrevois ça, c'est quelque chose d'assez ambitieux, mais je dois le préciser, pour le bâtiment de demain, moi, je ne vois pas des poseurs, mais des artisans. Et je vois des architectes ou des maîtres d'œuvre et non des copieurs-colleurs. C'est-à-dire qu'il y a quand même un métier à maîtriser pour ambitionner des bâtiments performants, sains, confortables et je dirais qui ne demandent pas trop d'énergie et qui ne génèrent pas trop de pollution à être produits. Et puis simplement sur la haute-tech, j'ai été long sur les matériaux, mais c'est un peu mon domaine, donc je laisserai Elie parler du Laotech. En tout cas, sur le Laotech, je dirais, on pourra y revenir dans les échanges, mais personnellement, ça me fait 35 ans qu'on me promet du high-tech qui marche. Eh bien, je vous le promets, quand il arrivera, j'étudierai la question. Mais tant que je ne vois pas du high-tech qui fonctionne, qui est fiable dans le temps et qui donne satisfaction, que c'est simple et qui est fiable, ben, je dirais, je fais tout pour rester dans le low-tech. Élie, le micro. Je vais prendre à l'envers. Je vais commencer par continuer sur la lancée. Au niveau du low-tech, l'utilisation d'un habitat passif est vraiment la low-tech. On prend la poignée de la porte, on la tourne et on ouvre. Hein, on a des ressentis, on a quelque chose qui fonctionne. Et c'est vrai que tant que, de toute manière, ce qu'il faut bien voir, c'est que déjà avec cette simplicité, on a des disparités. Sur 12 logements égaux, avec 12 couples complètement différents et de cultures complètement différentes, on a 12 fonctionnements complètement différents qui sont sur un étage très faible, mais ils n'ont pas compris la même chose en simplement en ouvrant la fenêtre. Donc, s'il fallait, en plus de ça, appuyer sur une dizaine de boutons on-off et puis vendre son électricité à qui mieux, bon, je suis bien d'accord, ça a bien le temps de venir et de se simplifier. En ce qui concerne les matériaux biosourcés, moi, il y a une chose qui est primordiale, c'est la culture. Aujourd'hui, le commun des mortels qui pose un morceau de bois est persuadé qu'il fait du biosourcé. Ce qui n'est pas dit, c'est qu'une fenêtre, la meilleure des fenêtres, tout bois, et la plupart du temps, en bois lamellé collé. Donc, on a de la colle. On a un produit qui protège ce bois, fongicides, insecticides, etc. Et en clair, aujourd'hui, on a tellement mis de choses dans ce bois, on met tellement de choses dans la laine de bois, dans la fibre de bois, tellement de produits qu'on en fait des matériaux lourds et impossibles à recycler. Il y a certains produits comme ça qui sont plus lourds que le PVC. C'est quand même c'est un comble. Donc, pourquoi on met des tas de produits? Parce que la fibre de bois, par exemple, a une mémoire du feu incroyable, c'est-à-dire qu'il peut faire des redémarrages de feu 72 heures après, comme la ouate de cellulose. Donc, les pompiers ont demandé une chose, c'est que ça soit chargé de produits en retardant. Donc, on ne peut plus rien en faire. La fibre de bois, on est obligé on ne peut pas en faire du pellet, on ne peut pas le brûler, on peut rien en faire. Donc, si c'est ça le biosourcé d'aujourd'hui, sauvons-nous. Donc, en fait, on se tourne, on va être un petit groupe à faire à vouloir à tout prix faire la maison des 3 petits cochons et construire en paille et en ossature bois. Parce que, et en plus, témoignage d'un charpentier d'Orgelet bien connu pour son mauvais caractère, qui m'a dit mais quand même la paille, c'est le seul produit que l'on vérifie toutes les 12 bottes. Aucun autre produit, aucune laine de verre, aucune ouate n'est vérifiée tous les temps le mètre cube. Alors que la paille, il faut faire toute la liste de la densité, de son humidité, de ça, et toutes les 12 bottes, il faut la tester. En fait, c'est hyper sérieux. Voilà. Donc, je crois que c'est low-tech aussi, la paille, si on en est là. Hein, à part une bonne botteleuse, voilà. Hein,
Et du coup, les balles de céréales, etc., c'est aussi c'est un matériau biosourcé aussi. Oui, bah oui, Hein? obligatoirement biosourcé, oui. Mhm. Mais encore trop anecdotique, un peu coûteux, difficile à faire venir. Et alors, de la même façon, ça c'est culturel, nos artisans, ben, s'ils n'ont pas la balle de céréales chez Point P, eh ben, ils ne savent pas où l'acheter. En fait, ils n'ont plus aucune idée d'où aller l'acheter. Il faut leur dire de prendre. Voilà, il faut quasiment leur donner l'idée, quoi. Et ça les embête. Je vous propose qu'on aille sur la troisième question. Dans le demain souhaitable, est-ce que l'habitat individuel a de l'avenir? Est-ce que c'est un modèle qui a vécu? Est-ce que finalement il y a peut-être une réponse plus urbaine, une réponse plus rurale? Qu'est-ce que vous en pensez? Élise, comme tu es bien partie, est-ce que tu veux enchaîner? J'ai envie de faire partie des gens aujourd'hui convaincus que les villes vont se vider un tout petit peu avec nos histoires de Covid et compagnie. Là, on est en train de mettre le doigt sur des problèmes de densité et de villes qui vont sans doute convaincre pas mal de gens de venir vivre à la campagne. Je suis assez rabelaisien. Moi, j'aime beaucoup mettre la ville à la campagne et la campagne à la ville. Il faut quand même un meilleur équilibre serait vraiment bien. Après, l'habitat, oui, c'est un vœu pieux. C'est vrai que l'habitat isolé, l'habitat coûte bien trop cher. Tout le monde veut sa maison au milieu de son pré, et en même temps, on laisse de côté un nombre incroyable de logements non habités. Tant qu'on aura, tant que ça sera le consommateur qui aura la main sur cette décision, on ne fera rien. Tant qu'on n'aura pas une vraie politique environnementale. Et j'ai envie de dire, je vous le dis tout de suite avec beaucoup d'humour, mais hélas, avec un dictateur environnemental, au moins dans notre beau pays. Quoi. Parce que s'il n'y a pas un tout petit peu de dictature sur ce sujet-là, on aura toujours le mauvais geste de jeter par la fenêtre, de laisser brûler et de mal construire, parce que construire coûte beaucoup trop cher. Je vous donne un petit aperçu par rapport au franc. En 1999, on construisait une maison modeste pour 1 SMIC x 100. Aujourd'hui, cette même maison modeste, on ne la construit pas pour 1 SMIC x 220. Ça laisse vraiment rêveur. Le coût de construction est aberrant, exorbitant. Les produits, n'importe quel produit industrialisé, pour la plupart, sont vendus x8 de leur sortie de fabrication. C'est infernal. L'augmentation du coût de construction est vraiment infernale ces 10 dernières années, ces 15 dernières années. Et ça c'est un grand drame. Donc oui, il faudrait faire de la maison accolée, il faudrait faire du logement commun, il faudrait revenir mais il faut changer les modes de vie, il faut changer les pensées, il faudrait faire comme en Allemagne, garder son papier, sa mamie avec soi et puis ses petits-enfants dans le bas de la maison, ou en haut de la maison plutôt, et les grands-parents en dessous. Il faut changer de vie. Ça va être lourd. Hein. Un peu pessimiste. J'entends, oui. Et Samuel, aussi pessimiste? Non, pas. Je ne sais pas, vous déciderez si je suis plus pessimiste ou pas. Je reste encore assez optimiste. Même son dictateur vert à la tête de la France. Moi, par rapport à ça, j'ai réfléchi pendant ce que présentait Élie, et je vais dézoomer et peut-être déjà donner une réponse à donc quel est l'avenir de la maison individuelle. Si je pose la question comme ça, quel est l'avenir de la maison individuelle, je dézoome et je regarde sur un temps assez long. Donc, ce n'est pas l'année prochaine, l'année après, parce que ça, c'est des tendances lourdes. C'est-à-dire que là, on est à un endroit là, on ne va pas changer du jour au lendemain, quel que soit le chef de l'État.
ou la chef de l'État, ça peut changer. Alors, si on prend la France, qui est un pays vieillissant, peu ouvert à l'immigration, on peut penser que le nombre de maisons individuelles déjà construites va suffire aux amateurs demain de la maison individuelle. D'accord? Parce que c'est quelque chose qui coûte cher. D'accord? Donc, et puis, il y en a un paquet de maisons individuelles qui vont se vendre. Tous les gens qui vont mourir, c'est une maison individuelle qui s'y libère. D'accord? Donc, il va quand même avoir un paquet de plusieurs dizaines de millions de maisons individuelles qui vont se libérer. D'accord? Donc, je pense qu'à moyen terme, on ne reconstruira plus ou on construira sur les maisons individuelles existantes. Après, je vais mettre l'accent sur deux choses. La première chose, c'est principalement dans les villes, mais pas que, l'habitat partagé et le petit collectif, mais avec une qualité de conception et de réalisation qui fasse qu'on n'entend pas son voisin et que chacun a un espace extérieur privatif. D'accord? Donc, il y a quand même un minimum de choses pour faire accepter le collectif, le petit collectif. Et puis, en milieu rural, la revitalisation des centres-bourgs. Donc là, on marche un peu sur la tête, c'est-à-dire qu'on passe notre temps à ouvrir, à autoriser des nouveaux lotissements, alors que le centre-village de nos petits bourgs, de nos petites villes, je dirais, il y a une maison sur trois qui est à vendre et qui ne trouve pas preneur. D'accord? Donc ça, la revitalisation des centres-bourgs, c'est vraiment quelque chose d'important, mais il faut que ce soit une politique forte aussi des équipes municipales, un choix fort des équipes municipales. Donc il faut arrêter d'autoriser aussi facilement des lotissements. Et puis aussi, il faut aussi que l'approche patrimoniale évolue. Parce que si vous voulez que votre centre du bourg reste avec des façades inchangées, eh bien, je ne sais pas si vous allez trouver beaucoup d'investisseurs. Parce que habiter dans des bâtiments peu ouverts à l'extérieur, sans espace privatif à l'extérieur, je dirais, il n'y a pas beaucoup d'amateurs. En tout cas, moi, je ne suis pas partant. D'accord? Donc, si on ne fait pas ça, les centres-bourgs, c'est des futures friches ou bien des ghettos de gens pauvres. Voilà. Donc, il y a un choix politique fort à faire par les équipes municipales, mais aussi au niveau national. Ok. Avec la grande difficulté que ça va entraîner sur la réécriture des PLU, c'est une décision nationale qui est très lourde. C'est une vraie politique. C'est une vraie politique, ça, à mettre en place. Merci. C'est la question suivante. Donc, la construction passive en neuf est une école de la qualité qui doit permettre de développer une vraie culture de la performance. Mais qu'estimez-vous nécessaire pour assurer à un maître d'ouvrage que son projet ait de fortes chances d'être de qualité? Samuel, quel est ton point de vue sur ce sujet? Moi, mon domaine de prédilection, c'est la rénovation. Et quand je donne pas mal de cours sur la rénovation, et j'explique que pour réussir une rénovation, une des clés, c'est d'avoir une personne en amont qui a les moyens d'avoir une vision globale du projet. Quand on regarde les acteurs qu'il y a sur les projets, c'est le job généralement de l'archi ou du maître d'œuvre, concepteur. D'accord? Donc, conseiller déjà au maître d'ouvrage d'avoir cette personne-là, donc d'avoir une mission de conception, réalisation dans l'idéal, puisqu'il faut aussi coordonner les interventions. Alors, ça, c'est pour la réno. Pour le neuf, c'est encore plus évident. D'accord? Si vous ne faites pas accompagner par cette compétence-là, je dirais, vous êtes mal barré. En deuxième évidence, il faut donner les moyens aux professionnels de faire de la qualité. Donc, il ne faut pas prendre le moins 10 ans, il faut prendre le mieux 10 ans. Pour prendre le mieux 10 ans, effectivement, on passe un peu plus de temps à l'ouverture des plis, à l'analyse des devis, parce que ça ne se devine pas. Le moins 10 ans, c'est facile, on regarde ce qui est au total à la fin, et puis on prend celui qui est moins cher. Donc, prendre le mieux 10 ans, je le dis souvent dans mes formations ou aux maîtres d'ouvrage, pourquoi voulez-vous que dans le bâtiment, on arrive à faire de la qualité au même prix que la prestation de base? D'accord? Tous les secteurs, il n'y en a aucun qui y arrive. D'accord? Donc, si vous voulez de la qualité, eh bien, ce n'est pas le même prix que la prestation de base. Après, le maître d'ouvrage, il faut qu'il prenne le temps en amont d'écrire son cahier des charges, de dire ce qu'il veut.
D'accord? Et si par hasard, il ne peut pas, parce qu'il ne se sent pas capable, ben, il y a des assistants maîtres d'ouvrage, il y a des programmistes qui sont là pour l'accompagner, pour faire ce premier travail en amont. Donc, vous voyez, il y a tout un travail de réflexion en amont avant de signer le premier devis. Et puis après, pour définir ce qu'on veut, ben là, je reviendrai sur, en tout cas, moi, je m'invite à être de bons conseils. Et par exemple, toutes les personnes que je connais qui ont un projet neuf, c'est là que je glisse, et puis on revient sur le sujet de tout à l'heure, le premier sujet, je glisse à l'oreille des gens en neuf, construisant en passif. En réhab, je vise le BBC. On peut faire une réhab passive, mais c'est complexe. Mais en neuf, vous embêtez pas. C'est comme dire, voilà, vous allez faire, ça coûte cher la construction. Mettez un peu plus d'énergie, un peu plus de temps, et vous avez carrément quelque chose que vous savez performant et adapté aux futures réglementations qui vont arriver d'ici 10, 20 ou 30 ans. Et puis après, c'est une histoire de motivation et de compétences des professionnels, entre autres. Les entreprises, les artisans, les archis, les ingénieurs n'ont pas tous la même compétence et n'apportent pas tous le même cœur à l'ouvrage. Donc, dire aux maîtres d'ouvrage, ben, allez-y au feeling, mais essayez de sentir des gens qui sont motivés par votre projet et, bien entendu, vérifier que les gens soient compétents. Élie, est-ce que… Complètement d'accord sur l'obligation de compétence. Hein. De toute façon, le quotidien nous montre bien que c'est le contraire qui prime. Hein. De toute façon, c'est hélas aujourd'hui ouvrir son entreprise artisanale est accessible à n'importe qui ne sait pas tenir un marteau. Donc, de toute façon, comment faire pour bien construire avec une obligation pareille. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on avait, je vais revenir un peu en arrière, en 99, la rénovation coûtait moins cher que le neuf. Pourquoi aujourd'hui la rénovation coûte plus cher que le neuf? Parce que sous des chiffres cachés, la rénovation est extrêmement coûteuse. Surtout dans nos régions où les fermes sont très grosses. Hein. C'est pas facile de rénover une ferme franc-comtoise, hein, pour tout dire. Et donc, la compétence, la compétence, elle est faussée. Elle est faussée. Je vois la complexité que peuvent avoir les compagnons qui font leur Tour de France, les jeunes qui veulent faire leur Tour de France aujourd'hui et apprendre à travailler correctement. Je peux vous dire une chose, il y a aujourd'hui à la Fédération compagnonique 150 itinérants charpentiers, jeunes, aspirants et compagnons. Voilà ce que c'est que l'attrait de la compétence. Et quand ils arrivent sur le marché, quand ils ont fait leur voyage, qu'ils en ont terminé, qu'est-ce qu'ils font? Alors, ils ont une masse de culture incroyable, ils ont une connaissance de la géométrie du trait pour s'installer charpentier dans leur village, faire une simple ferme et finir aigri dans leur coin parce qu'on leur demande pas, parce que ce n'est pas le tout, mais il faut que la maîtrise d'œuvre. Aujourd'hui, dans n'importe quelle école d'architecture, on ne sait même plus que les compagnons travaillent encore. Il a fallu que Notre-Dame brûle pour qu'on en parle. Et les compagnons ne sont bons qu'à faire Notre-Dame. Il va falloir en brûler des cathédrales pour les faire bosser, ces petits gars. Parce que le gros problème, c'est que le compagnon, comme le passif, le compagnon, on est persuadé que faire travailler un compagnon, ça va coûter plus cher. La plupart du temps, faire travailler une bonne entreprise, ça coûte cher. Donc, c'est très, 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 très compliqué. Il y a plus qu'un énorme travail culturel à mener et à engager pour que des idées reçues et ancrées. Alors là, par contre, on a su faire les fondations pour les idées reçues. Là, on nous fait faire et on nous commande plein de mal travailler. Quand un maître d'ouvrage demande à un architecte de
de ne pas mettre de membrane derrière un placo parce que ça coûte cher, c'est une commande. Et qu'est-ce que fait l'archi la plupart du temps qui a besoin de travailler et qui a besoin de faire tourner la marmite? Eh bien, il courbe les chines et il pose un placo sans traiter la filtrométrie correctement. Voilà. Et ça, c'est toute la chaîne. Tout est comme ça. Parce que l'ordre est donné. Le problème, c'est que l'ordre est donné de mal travailler aujourd'hui. On ne donne pas l'ordre de bien travailler. Et le moins 10 ans, pardon, et le mieux 10 ans, c'est depuis 1996 qu'il est obligatoire. Hein. La loi a été votée en 1996. Elle n'a servi à rien. À rien. Zéro. Mais c'est une loi. Alors, je vous invite aux participants à prendre aussi la parole, peut-être interpeller Samuel et Élie sur les différentes questions qu'on a abordées ou vos propres réflexions, vos propres vécus. Si vous voulez prendre la parole, il nous reste 10 minutes. Moi, je voulais rajouter une ou deux choses. Donc, Franck Janin, je suis bureau d'études thermiques spécialisé en passif et je vous parle de ma maison passive en paille. Et je voulais dire que le passif, c'est un concept physique. C'est d'essayer de garder la chaleur des habitants et des machines dedans et de faire rentrer celle du soleil et de ne pas en faire sortir. La réglementation, c'est un garde-fou. Et le passif dit la même chose depuis 30 ans. Ils n'ont pas changé, ils n'ont pas dit c'est 15 kWh, ensuite c'est 10, ensuite c'est 5, parce que le concept est abouti. C'est un concept qui est basé sur la physique. La réglementation, elle est passée de 300 à 100, à 80, à 50. Je ne sais pas où elle ira, mais voilà, c'est complètement différent. Donc pour moi, les comptes physiques bougent toujours et il n'y a pas à changer, sauf si d'un coup l'air se mettait à plus s'isoler. Voilà. Le prix, Samuel en a pas mal parlé. Moi, je ne suis pas sûr que ça coûte plus cher, hein, parce que si on met 5 000 de plus pour une maison individuelle dans la VMC double flux, 5 000 dans le triple vitrage, 2 000 dans l'isolant, 1 000 dans l'étanchéité. Ensuite, chez moi, on enlève la pompe à chaleur, le plancher chauffant, les radiateurs. Donc, je regagne 15 000 si c'est une pompe à chaleur avec plancher chauffant. Je regagne que 8 000 si c'était une chaudière gaz. Mais donc, globalement, ce n'est pas forcément plus cher si on reste simple et low-tech. C'était la question du début. Et sur le low-tech, chez moi, dans ma maison, j'ai 3 moteurs. J'ai 2 moteurs dans la double flux et 1 moteur pour le chauffe-eau solaire. Donc, je n'ai pas de moteur de chaudière, je n'ai rien d'autre. Finalement, je n'ai pas de volet roulant motorisé. Donc, j'estime être low-tech. C'est BTP, le BTP du futur, bois, terre, paille, pour revenir au biosourcé. Et tous des isolants qu'à la fin, on peut déconstruire. Le bardage non traité en bois, je peux le composter. Je peux le brûler. Enfin, la paille, on peut la recomposter. Tout est réutilisable. Tout ce qui n'a pas été traité, justement, ce qui n'est pas le cas de la fibre de bois. Hein. La fibre de bois, avec tout ce qui est ajouté, le polyester, les fenêtres aussi, du coup. Les selles de bord. Alors oui, voilà. Bon, tu insistes sur le point qui… Effectivement, la double flux est traitée, la fenêtre est traitée, et puis il y a une couche d'aluminium qui la protège, mais je n'ai pas de vernis extérieur, puisque là, il y a une petite couche d'alu. Enfin, l'alu est retraitable. Donc, effectivement, pour moi, c'est important et tout peut aller ensemble et ne pas être plus cher. Voilà, enfin bon, ça se discute, hein, tout ça, mais moi, je vois des bâtiments passifs qui ne coûtent pas plus cher et on en voit des passifs high-tech qui coûtent 30-40% de plus. Voilà. Et effectivement, dans ma maison passive en paille, on ressent un bien-être, une chaleur naturelle sans problème. Enfin voilà, je ne vais pas parler trop longtemps parce que il faut laisser la place au débat, mais voilà, je voulais rajouter ça sur le passif. Et puis j'ai répondu à un commentaire de Patricia et Jean-Paul. Et d'ailleurs, il y avait une question de Benoît Garnier, mais peut-être que Benoît, vous pouvez la poser directement, si vous voulez allumer votre micro. Oui, vous m'entendez? Oui.
Oui, oui, bonjour. Benoît Garnier, chargé de transition pour la transition énergétique pour Bâti-Franc. Donc, on a un bailleur d'immobilier d'entreprise sur la Bourgogne-Franche-Comté. Et je me demandais si vous préconisez la certification d'un projet passif, si ça peut être pertinent. C'est Moi, ça dépendra de la situation. C'est-à-dire que si on a des professionnels qui découvrent plutôt la chose, un maître d'ouvrage qui découvre plutôt la chose, eh bien, le certificateur, c'est quand même un acteur extérieur qui vérifie et qui certifie. À partir du moment où on a un maître d'ouvrage qui connaît le sujet et des professionnels qui connaissent ce sujet, pas forcément. J'émets quand même une limite par rapport à la catégorie de certains constructeurs. Vous allez encore dire qu'un archi tape sur les constructeurs, tant pis. Le problème, c'est que quand le constructeur doit certifier, doit faire reconnaître le premier modèle de la maison. Et s'il en reconstruit plusieurs derrière le même modèle, il n'est pas obligé de les labelliser puisque la première a été faite. Et là, en principe, 99% des cas, eh ben, la qualité baisse complètement et on ne fait plus le test à l'étanchéité à l'air, ça c'est réglementaire. On ne teste que le premier modèle et les autres, après, on laisse faire. Donc, comme ce n'est pas testé, ben, on s'en fout complètement et on construit mal. Et en fait, tant que la réglementation thermique n'imposera pas la prise de mesure, on fera des bêtises. Donc, ce qu'on préconise dans le passif, c'est aussi de mettre des capteurs et de vérifier que ça fonctionne annuellement. La réglementation française nous mesure au bord de route. Pourquoi on ne mesure pas la thermique des bâtiments? Ça, là, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Merci. La certification, c'est un gage c'est une assurance, voilà. Ça coûte pas très très cher, hein. Enfin, donc en France, il y a des certificateurs, il y a des associations qui certifient. Et moi, je pense que pour un bailleur social, c'est une bonne chose. Maintenant, pour un particulier, ça se discute beaucoup plus, qu'il n'en aura pas beaucoup d'avantages et il aura les coûts. Mais pour un bailleur social, ouais, moi, je serais très positif à le faire. En termes d'investissement, si on construit avec l'ambition d'investissement, si on suit bien l'actualité, dans 30 ou 35 ans, l'énergie devrait logiquement coûter très cher. Et là, un bâtiment qui a été certifié en 2005 passif se vendra avec les résultats qu'il a, il se vendra très bien par rapport à une passoire thermique, même avec 10 cm de polystyrène autour, qui aura tout pourri pendant ce temps-là. Construire maintenant en RT 2012, c'est être sûr d'être démodé dans 6 mois. Oui. Construire en RE 2020, c'est être quasiment sûr d'être démodé dans 4 ans. Construire passif, c'est être à jour depuis 40 ans. Mais bon, chacun choisit. Hein. Sinon, j'ai vu qu'il y avait des questions. Effectivement, on parle de double flux. Donc, la double flux, c'est un système de ventilation où l'amener d'air ainsi que l'extraction sont motorisés. Alors que la simple flux, il n'y en a qu'un qui est motorisé, soit c'est l'extraction, soit c'est l'amener d'air. Voilà, donc, double flux, c'est 2 ventiles pour motoriser, pour gérer finement l'arrivée et la sortie. Et on profite du fait qu'il y ait ce système de double flux pour faire passer l'air rentrant dans un échangeur, et il y a un échange de calories entre l'air rentrant et l'air sortant. Je ferme juste la parenthèse, mais c'était une question qui a été posée.
Et c'est tout aussi utile en été, parce qu'on n'a pas parlé de confort d'été, mais le passif est très bon et le biosourcé en confort d'été, puisque l'été, si l'air est à 40 dehors, il fait 25 dedans, votre air va être refroidi en croisant l'air sortant et rentrer à 27 au lieu de 40. Donc vous gagnez en été, en journée. Et en qualité de l'air, quand on voit la couleur des grilles extérieures noircies par les pollens, hein, qu'il faut nettoyer 2 fois par an, il faut le nettoyer après la première lancée de pollen vers mai-juin, et puis une deuxième fois en octobre avant l'hiver. Et je peux vous dire que ça infiltre. La maintenance d'une VMC, c'est quelque chose comme 50 à 70 euros, 100 euros par an, grand maximum que l'on peut faire soi-même. Changer un filtre, même un architecte y arrive, c'est pour vous dire. Alors qu'une maintenance de chaudière fuel, je ne veux même plus savoir le prix annuel, mais enfin c'est phénoménal. Relancer un plancher chauffant, faut toujours taper sur la tuyauterie pour décoincer ce que le calcaire a coincé. Enfin, faut arrêter ça. On a des arguments qui sont très solides. Peut-être une dernière question, c'est Muriel. Est-ce que vous voulez la poser en direct, Muriel? Oui, vous m'entendez? Oui. C'était par curiosité, en fait, j'aurais bien aimé savoir à peu près si vous avez des valeurs de pourcentage aujourd'hui de logements neufs construits en passif ou de logements anciens réhabilités en passif. Pour Franck, ça. Oui, alors je suis secrétaire de l'association La Maison Passive France, effectivement, et je m'intéresse à ça. Là, il y a une base de données qui recense les bâtiments passifs. On peut chercher pour la France, on peut voir les logements de Saint-Lupicin dont a parlé Élie tout à l'heure. Le pourcentage est ridiculement faible. Donc les bâtiments labellisés doivent représenter 100 par an sur 300 000. Enfin, 300 000, c'est des logements, donc c'est peut-être 100 000 constructions. Donc c'est 1 pour 1000 ou même pas. Et la construction passive non labellisée est beaucoup plus difficile à appréhender puisqu'on n'a rien pour la mesurer, mais au mieux, elle est 10 fois plus élevée. Donc, on est à moins de 1% de choses passives ou presque, de mon point de vue. Hein. Si Samuel ou Élie ont une autre idée, mais voilà, ce qu'on a, c'est les chiffres de bâtiments labellisés et qui sont faibles. Et alors, en réno, alors là, on est dans nous, on doit être les seuls à avoir fait quelques rénaux passives en France labellisés, mais là, on est encore plus faible. Moins d'un, c'est peut-être 1 pour 10 000. Hein, Donc, mais même en Allemagne, ils n'ont pas autant de passifs que ça. Hein, Ils en ont plus qu'en France, mais ça reste confidentiel. Malgré la pertinence, c'est ça qui est rageant. C'est-à-dire qu'on a un produit qui est mature, qui est de toute évidence le produit qui aura, disons, qu'on pourra vendre demain sans problème, demain ou après-demain, selon si on est plus ou moins pessimiste, parce qu'il sera adapté au prix de l'énergie. Et ça ne prend pas. C'est ça aussi que vous pouvez ressentir des fois dans certaines tensions qu'il y a derrière ce qu'on amène. C'est que le produit de demain, il existe et les gens ne se baissent pas pour le ramasser. C'est un peu rageant. Après, sur la réhab, on ne va pas rentrer sur un nouveau sujet, mais la réhab passive, c'est un autre sujet. Pour moi, on n'est pas mature pour la réhab passive et c'est complexe. Donc, je ne mettrai pas les deux dans le même. Muriel, vous parliez d'où du coup? Vous êtes dans le domaine. Vous parliez d'où? Je dis, vous êtes dans quel domaine? Ah là, moi je viens plus par curiosité. Moi, je ne suis pas du tout dans le domaine de la construction. Super. Je travaille sur la création d'une filière de réemploi des bouteilles en verre locales pour les producteurs de vin et de bière. Donc, oui, c'est vrai. Voilà. je me souviens maintenant. Mais il y a des similarités d'un point de vue filière, justement, et j'avais posé notre question. Est-ce que ce n'est pas aussi aider à recréer une filière? Puisque tout à l'heure, vous disiez, par exemple, un artisan qui aimerait aujourd'hui avoir accès à de la paille ou quoi, ne sait pas où chercher, parce qu'ils ne sont pas référencés dans leur lieu habituel d'achat.
Et du coup, ça m'a fait penser un petit peu aussi à la bouteille réemployée, qui aujourd'hui n'est pas non plus disponible dans les lieux d'achat. Et est-ce qu'il n'y a pas une réflexion, ou est-ce que cette réflexion existe d'un point de vue vraiment filière, de pouvoir… alors ça, c'est une question plus spécifique, mais ma question plus large, c'est finalement, qu'est-ce qui manquerait pour faire en sorte que quelqu'un qui a envie de construire durable puisse le faire et de façon relativement facile et simple, puisque ça existe en plus. Donc, voilà. Est-ce que c'est vraiment au niveau des professionnels que c'est compliqué parce qu'ils n'ont pas le sourcing possible des matériaux dont ils ont besoin? Est-ce que c'est vraiment au niveau consommateur qui a des fausses idées sur la question? Alors moi, je dirais que celui qui veut construire, par exemple, passif et en biosourcé, le peut aujourd'hui. Ce n'était pas le cas il y a 25-30 ans quand j'ai commencé à m'intéresser à ces sujets-là. Donc, pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas nombreux, mais il existe quand même des professionnels. Sauf que ça ne va pas être le professionnel local. Il va peut-être, voilà, s'il veut des artisans qui connaissent le sujet et des entreprises qui sont motivées par le sujet, ce n'est pas forcément des entreprises qui existent dans les 30 km autour. Donc, c'est ça qu'il faut arriver à motiver les acteurs professionnels. Par rapport à ça, je dirais qu'il y a plutôt plus de clients que de professionnels, me semble-t-il, pour l'instant, mais on est dans quelque chose d'assez confidentiel, je l'ai dit. Après, par rapport à la question sur la filière, vous connaissez ce que c'est que lancer une filière. Moi, je travaille sur les biosourcés depuis 25 ans. Il y a des filières qui n'existaient pas et qui sont dynamiques maintenant, mais c'est un gros travail et je ne veux pas rentrer dans le détail du sujet-là. Christiane, peut-être… Comme on déborde un petit peu, avant de conclure, peut-être 2 derniers points. Il y a Sophie. Sophie, tu veux peut-être poser ta question C'est-à-dire que, oui, moi, c'est une question qui est complexe, donc à laquelle on ne va pas pouvoir répondre aujourd'hui, je pense. Hein. Ouais. Ça rejoint un peu la question de Muriel, mais c'est vrai que je reste un peu sur ma faim par rapport à ce qu'a dit Samuel là juste à l'instant, à savoir que aujourd'hui, il est tout à fait possible de construire une maison passive et j'aimerais bien creuser quels sont les freins. Alors, Samuel vient d'en évoquer quelques-uns, mais ça m'intéresserait d'aller plus loin sur le sujet. Les freins, très rapidement, les freins sont de toute façon économiques et je crois qu'on a d'énormes freins par rapport au lobby des énergies. Quand on a fait ces logements à Saint-Lupicin, on a fait visiter à tous les bailleurs de la région. On a fait visiter aux élus. On leur a montré comment ça marchait. On leur a montré comme ça. En 2013, à la genèse de ce projet, c'était le premier logement BEPOS de Bourgogne-Franche-Comté et il l'est toujours. C'est ça, il n'y a pas de volonté d'ordre. Et tant que nous autres architectes, nous autres artisans, nous autres concepteurs nous serons seuls à vouloir faire du passif, ça ne marchera pas parce qu'on passe par-dessus un ordre qui n'est de ne pas en faire. La seule chose qu'il faut, c'est que à la genèse du projet, il doit y avoir des acteurs qui disent ce projet devra être passif. Et après, la chaîne se fera. Mais faire du passif par-dessus le mauvais ordre donné, ben c'est une gageure et on n'en peut plus. Moi, je dirais que la réglementation thermique est un gros frein. Elle engage toute l'industrie française dans certaines voies. La ventilation simple flux hygrométrique qui ne ventile pas assez, la pompe à chaleur, la chaudière gaz qui ne sont pas des bons choix. Donc, cette réglementation thermique, elle est très dirigiste. Enfin, voilà, elle oriente énormément les choses. Et moi, je pense qu'elle nuit au passif. Alors, ceci dit, le passif se développe quand même, hein, parce que là, il multiplie par 2 ou 3 chaque année. Donc, on est dans une phase, moi, ça fait 12 ans que je m'y intéresse, ou plus, 14. Et au début, il y avait une maison labellisée par an. Et là, d'un coup, maintenant, on est à 100 et il y en a peut-être encore 600 ou 700 en cours. Enfin, maison ou immeuble ou autre, hein, école, on a fait un centre de dialyse passif, n'importe. Là, on était sur une école d'ingénieurs de 15 000 m² passive et en paille. Donc, ça explose quand même.
Mais la réglementation thermique gêne et rend les acteurs frileux. Par contre, il y a quand même des bailleurs sociaux qui ont décidé de tout faire en passif, hein, et qui ne le regrettent pas. Je pense aux Toits Vosgiens, à Villogien, ils font presque tout en passif. Et puis d'autres, ils ont peur d'y aller. Ils pensent qu'en faisant du RT 2012, moins 10%, puis du moins 20%, puis du moins 30%, ils vont progresser. En fait, ils ne progressent pas parce qu'il faut changer à un moment de mode de conception. Donc, on ne progresse pas en baissant un petit peu, quoi. On part d'une voiture et on l'allège de 10%. On ne va pas en faire une moto. Il y a un moment, il aurait fallu enlever les deux roues quand même. En marché public, tu as dû connaître ça, Franck. En marché public où je m'étais permis quelquefois de répondre à l'appel à projet en disant « Votre moins 30%, moins 40%, je vous fais du passif pour le même prix. » Et on m'a répondu hors sujet. On a déjà fait moins cher. On a répondu en passif moins cher que le RT, moins 30%. Mais surtout, c'est qu'on n'a pas été pris. Mais je me suis fait jeter par le groupe OPH en disant hors sujet, vous ne répondez pas au cahier des charges. Et on m'a écarté. Alors que c'est totalement aberrant. Bon, je vous propose que reste là. Je pense que la question de Sophie, en tout cas, c'était une question énorme, disons très, très large. Je pense qu'on est au moins 3 là à être disponibles pour venir la travailler si ça vous intéresse. Mais effectivement, pas en 2 minutes à la fin d'un échange. Puisqu'il s'agit d'aller plus loin, j'en profite quand même pour donner la parole très rapidement à Stéphane Tredbon, parce que quand on a préparé ce café pot… Comment, Stéphane? Je vais être rapide. Ouais. Quand on a préparé donc ce café pot sur la construction de demain, j'avais associé donc mon collègue Stéphane, qui est chargé de mission énergie-climat au sein de la direction de la transition énergétique, service efficacité énergétique et bâtiment, et donc qui souhaitait, qui nourrissait depuis quelque temps l'idée d'associer les potes à un groupe de réflexion sur l'habitat de demain. Donc je te laisse la parole, Stéphane. Alors, on va essayer de faire court. Alors, le but, en fait, c'était de profiter de cette plateforme de potes. Et puis, Muriel, je vais prendre ton exemple, hein, puisque toi, tu n'étais pas du bâtiment, donc je me permets de te tutoyer et de te prendre un exemple. Ben voilà, ce serait d'avoir des gens comme toi pour essayer d'avoir un groupe de réflexion sur le bâtiment de demain. Mais le bâtiment, pas juste l'objet bâtiment, le bâtiment est peut-être sa parcelle aussi, et qu'on ait des visions autres que celles qu'on a nous, qui sommes dedans toute la journée, et puis d'essayer de réfléchir à c'est quoi le bâtiment de demain et comment on y arrive et comment on avance et quels besoins et voilà. Donc c'est un appel à tous les potes qui seraient intéressés par cette thématique pour monter un groupe de réflexion. Voilà. Donc pas un groupe technique en fait, hein? Non. Pas du tout. Du coup, la finalité c'est quand même d'arriver à quelque chose de concret, technique, de pouvoir mettre en œuvre. Mais à la base, non, c'est surtout d'avoir des points de vue qui ne sont pas les nôtres, qui travaillons dans le bâtiment. Enfin, voilà. Et peut-être d'apporter des choses, voilà, un point de vue différent. Donc, Mais c'est exactement ça, hein. Je veux dire, la vocation des potes, c'est aussi c'est leur capacité à faire des pas de côté et à avoir cette vision peut-être un peu décalée quelquefois qui peut permettre de faire avancer certaines problématiques. Donc, voilà, on va lancer ce groupe. Vous êtes volontaire, n'hésitez pas en tout cas à vous manifester auprès de nous. Oui, et puis on va en parler sur la plateforme. Peut-être en guise de fin, est-ce que 2-3 personnes veulent juste dire un petit mot sur ce qu'elles retiennent de ce café pot, juste partager en quelques mots peut-être un étonnement, si vous le voulez. Moi, ce que j'ai entendu, c'est le passif est indémodable. Est-ce que quelqu'un veut dire juste un petit mot de la fin pour conclure? Moi, ce que je retiens… oui, pardon. Patricia, tu voulais parler? Oui, juste un petit mot. D'abord, bonjour à Élie, avec qui on a eu le débat de rentrer dans le réseau des potes, donc ça fait plaisir de se retrouver là. Moi, je suis surprise d'une chose quand même, c'est, fin de compte, une vision assez pessimiste de l'état des lieux, là. Fin de compte, quelque chose qui a quand même beaucoup de mal à avancer.
Et on a le sentiment qu'il faudrait une petite révolution quand même. C'est vrai. Alors, moi, j'ai bien aimé, en étonnement, enfin, ce qui m'a fait sourire, même si c'était peut-être pessimiste en effet, c'est l'approche de Samuel pédagogique par rapport à l'évolution des réglementations thermiques. Et j'ai bien aimé le fait de dire par rapport à la RE 2020 de donner l'image de la grand-mère, la RT 2005, et qu'on alourdissait petit à petit voilà, les réglementations thermiques, les 300 pages, les 1300 pages. Enfin, j'ai bien aimé, c'était très pédagogique. Donc, je retiens ça aussi. D'autres choses? Pas de micro, Samuel. Juste une seconde par rapport à l'approche plus ou moins pessimiste. Donc, pour ceux qui veulent avoir une analyse assez fine du sujet, je vous conseille vraiment ce bouquin-là. Donc, le dernier Edgar Morin, il va peut-être réécrire puisqu'il n'a que 99 ans. Donc, c'est peut-être pas son dernier livre, mais en l'occurrence, c'est le dernier livre qu'il a écrit puisqu'il est sorti le mois dernier, sur une réflexion assez complète qui ne cache pas le fait que la réalité soit complexe, mais sur la société et voilà, comment entrevoir l'avenir. Donc peut-être, Élie, je te sentais un peu désabusé des fois, donc je te conseillerais bien ce petit livre-là, si tu as le temps le soir. J'ai le temps, je me donne le temps de lire, t'inquiète pas. Je suis désabusé par rapport à cette énergie qu'il faut dépenser pour défendre une idée qui est des plus simples et des plus basiques. Et si on a dit que le passif existe depuis 40 ans, sachons bien que le passif existe depuis plus de 2000 ans. Vous prenez la structure d'une borie dans le Midi, c'est déjà une réflexion passive sur un seul et même matériau. Voilà, on pose la pierre dans le bon sens pour que la chaleur n'aille pas jusqu'au bout. C'est déjà une réflexion sur comment construire passif. L'être humain il a toujours fait attention. C'est le monde moderne qui n'en veut pas. Parce que ça ne remplit pas les caisses de ceux qui vendent des énergies. La solution n'est pas matérielle, elle est aussi philosophique, la direction dans laquelle on va. Alors, il faut que je lise le livre d'Edgar Morin. Mais effectivement, il n'y a pas que ma maison passive en paille. Si elle est grande et qu'il n'y a personne, ça ne sert à rien. C'est le jardin en permaculture, le poulailler, le changement de vie et de se dégager du matériel qui fait. Donc, la maison passive évite de continuer de consommer des fossiles, mais elle ne suffit pas. Voilà. Donc, frugalité, moi j'aime bien le passif frugal pour reprendre le mot de Samuel, ou presque passif même, on n'est pas, bon là je suppose que c'est pas enregistré, donc en tant que secrétaire de la maison passive on peut me reprocher de ne pas avoir fait la promo du passif, et donc on peut aussi faire du presque passif, hein. Des fois c'est tout aussi intelligent s'il est frugal. Ok, eh bien, je vous propose qu'on en reste là, Christiane. Oui. Oui, mais en tout cas, voilà, on a largement dépassé l'heure, donc merci pour votre participation, merci pour ces échanges, parce que c'est vrai que voilà, la question n'est pas simple. Je retiens voilà, aussi les conseils de lecture de Samuel. C'est vrai que voilà, ça dépasse aussi la question de on est sur une question quasiment de philosophique et de manière de vivre. Un grand merci à Samuel et Élie. Voilà. Et on vous donne rendez-vous pour le prochain Café Pod jeudi 15 octobre à 13h avec Philippe Michaud qui nous parlera du reconditionnement du matériel informatique. Et on vous invite également à rejoindre notre toute nouvelle page Facebook, donc Pod Bourgogne-Franche-Comté. N'hésitez pas à relayer autour de vous. Il va falloir se mettre à Facebook. Oh. J'ai pas fait jusque-là à pas y être. Il ne faut négliger aucun canal.
Voilà, merci à tous et à bientôt. À Au revoir. bientôt. Au revoir tout le Au monde. revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir. Merci.